Les orateurs tristes précédentes ont un peu abordé le sujet, c'est des déplacements vers les villes moyennes ou les campagnes. Est-ce vrai ou pas? On vous écoute, maître. Merci beaucoup et tout d'abord, merci de votre invitation et ensuite, toutes mes excuses pour le retard à vous transmettre les slides. Mais quelque part, ce sont des slides qui sont tout chauds, sortis du four puisque ce sont ceux qui ont été présentés ce matin, conférence de presse trimestrielle que, la Chambre des notaires organise, chaque trimestre par définition pour présenter les chiffres de l'immobilier puisque, l'INSEE a confié aux notaires le soin de faire les statistiques immobilières. Donc sur les slides qui ont été transmis, 5 sont issus de ceux qui ont été présentés ce matin à la presse et les 2 derniers, ce sont des slides qui sont issus de la conférence de presse nationale du mois de décembre. Donc voilà, avant de commenter les slides qui vont vous être passés, je voudrais juste prendre un peu de recul par rapport à tout cela pour dire plusieurs choses. La première, c'est que tous les chiffres, bien souvent, se comparent à l'année 2019. 2019, pour le marché immobilier, pour le notariat d'une façon générale, a été une année de tous les records, si on peut dire. Donc, quand on entend des baisses, bien évidemment, il faut le faire avec beaucoup de précaution parce qu'on parle d'une année extraordinaire à tous les points de vue. Et deuxièmement, on aurait dû s'attendre à avoir finalement un recul d'au moins 20%, puisque sur l'année 2020, on a travaillé 20% de temps en moins avec les confinements, qu'ils soient durs ou souples, mais il y a eu quand même un impact sérieux sur l'activité. Et quand on regarde certains chiffres, on voit bien que par exemple au mois d'avril 2020, l'activité a chuté de 70%. Donc c'était évidemment très important. Après, la conclusion qu'on peut tirer d'une façon générale, c'est que cette crise a révélé des tendances qui étaient certainement préexistantes. Il n'y a pas véritablement de rupture et je pense qu'il ne faut pas se laisser abuser par des cas personnels qu'on peut connaître à droite ou à gauche et que fondamentalement, le marché, en tout cas du logement, l'une des lignes directrices, c'est quand même pour le territoire de l'Île-de-France, la démographie qui dicte un petit peu comment dire, les tendances lourdes de ce marché. Et par exemple, pour l'Île-de-France, 85% de l'excédent démographique de la France se trouve en Île-de-France. Et lorsqu'on regarde les gens qui quittent l'Île-de-France, hein, on estime qu'il y a environ 80 000 ménages qui quittent l'Île-de-France chaque année. Et bien, si l'on reprend dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a un tiers à peu près qui correspondent à des couples de retraités qui partent bien souvent au soleil pour passer une retraite heureuse. Et puis on a également un tiers de jeunes qui partent, mais qui eux partent dans d'autres métropoles, dans des métropoles régionales. Donc ce n'est pas forcément de la ruralité qui les gagne, mais il faut faire attention. Donc effectivement, il y a quand même bien sûr des exemples de jeunes couples, et moins jeunes d'ailleurs, qui choisissent de partir en province. En cela aidé par les phénomènes de télétravail qui ont été parfaitement exposés juste avant moi. Mais il faut bien avoir comment dire, présent à l'esprit que lorsqu'un couple prend une telle décision, il n'y a pas que la question du travail, il y a aussi la question de l'éducation des enfants. C'est très lourd quand même comme conséquence de décider de partir, de quitter la région parisienne lorsque l'on songe ensuite au parcours éducatif des enfants, puisque il y a évidemment toutes les opportunités se retrouvent dans les grandes métropoles et spécialement à Paris. Donc, c'était un petit peu les précautions comment dire, de langage qu'il fallait prendre avant d'exposer les chiffres. Et donc, si on prend le premier slide, on voit que les prix ont continué à augmenter en 2020, 6%, même si le volume des ventes a reculé de 12%. Mais là, encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 12%, avec 2 mois et demi ou 20%, on va dire, d'activité en moins sur 2020, finalement, ce n'est pas une baisse, hein, quand on regarde comme ça. C'est plutôt une tendance qui a continué à augmenter. Et sur le slide, vous voyez à gauche, il y a 3 colonnes. On a en fait un nombre de ventes qui a augmenté de 22% si on compare l'année 2020 avec les 10 dernières années. Il y a un petit recul, ou même peut-être une tendance encore à monter un petit peu au niveau
2019-2020. Mais tout ça pour dire que globalement, le marché a extrêmement bien résisté. Et au niveau notarial, le quatrième trimestre 2020 est celui qui bat tous les records, y compris le quatrième trimestre 2019. Donc on voit que la santé du marché n'est vraiment pas remise en cause. Et ce que l'on peut anticiper, c'est qu'on a une stabilisation de l'augmentation des prix, en tout cas sur le dernier trimestre, et puis les projections sur le premier trimestre 2021 semblent confirmer. Mais c'est vraiment une stabilisation des prix et je ne pense pas qu'on puisse déjà parler de baisse. Peut-être que ça annonce peut-être une légère baisse, mais à la limite, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que les arbres ne montent pas au ciel et évidemment, il était temps aussi que le prix au mètre carré à Paris se stabilise. Après, de façon un peu plus générale, on peut aussi indiquer que la hausse des prix à Paris intramuros a été moins élevée que celle de la petite couronne et celle de la petite couronne a été moins élevée que la grande couronne. Donc on a un phénomène qu'on n'avait pas observé depuis très 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 longtemps où finalement les prix évoluent plus vite vers la hausse dans la grande couronne que la petite couronne et que Paris intramuros. Donc voilà pour les premiers commentaires de ce slide. Si on passe au slide suivant, voilà, c'est ce que je vous disais, donc plutôt un ralentissement de la hausse, voire une stabilisation des prix pour les mois à venir. Alors je sais qu'il faut aller un petit peu vite, donc je ne peux pas trop prendre de temps pour les commentaires. Par rapport au sujet qui préoccupe le thème de cette conférence, on constate effectivement que les maisons ont gagné en attractivité, surtout en grande couronne, parce qu'en petite couronne, le marché est relativement étroit, c'est-à-dire qu'il y a très peu de transactions en petite couronne pour des maisons individuelles, ce qui s'explique sans doute par le fait que ceux qui ont la chance de posséder des maisons en petite couronne s'y accrochent et le nombre de transactions est faible. Et on le voit, hein, par exemple, dans le petit tableau à gauche, le nombre de ventes trimestrielles de maisons anciennes en Île-de-France, ça dépasse pas les 16 000 transactions. Donc, c'est quand même un marché assez étroit. Sur le diagramme suivant, voilà, donc on a une légère baisse, mais très légère. Vous voyez, on anticipe sur un trimestre, quatrième trimestre 2020, où on avait un prix de vente de la maison ancienne en Île-de-France à 335 600 €. On estime qu'on va descendre à 334 400 €. C'est évidemment un chiffre général pour toute l'Île-de-France, donc à distinguer suivant les secteurs, bien évidemment. Mais on atteint quand même des niveaux records qui n'avaient jamais été atteints jusqu'à présent. Ensuite, le diagramme suivant, je pense qu'il est pour le thème de la conférence très intéressant parce que ça permet de voir un petit peu les mouvements de la Paris intramuros à la petite couronne. Ça a bugué. Ouais. Qui ont quitté la Seine-Saint-Denis pour aller en Seine-et-Marne, bah, ça représente plus 3 points. Donc on oscille entre ça, 1 ou 3 points de mouvement de cette force centripète qui éloigne du centre de Paris. Donc cette tendance existe, mais elle est quand même relativement marginale. Ce n'est pas l'exode que certains prédisaient, mais il faut voir si cette tendance perdure. On refera évidemment à chaque trimestre un suivi de cette tendance, voir si elle se confirme ou si elle va se stabiliser. Et les deux derniers diagrammes, ce sont les diagrammes qui sont issus de la conférence de presse nationale, qui là aussi permettent d'illustrer en fait que les gens se sont un petit peu éloignés des centres que l'on connaissait tous, hein, la région parisienne, pour aller dans les départements limitrophes. Mais là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur une analyse plus fine de ces phénomènes, tout simplement, notamment parce qu'on entend beaucoup parler aussi de ces tiers-lieux, c'est-à-dire des gens qui finalement achètent un deuxième lieu de vie et de travail et qui oscillent entre l'un et l'autre. Finalement, il n'y a plus véritablement de résidence principale ou de résidence secondaire. On utilise les deux, on travaille dans les deux en fonction du télétravail, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Et tout cela, évidemment, c'est des éléments un petit peu nouveaux
qui apparaissent. Donc, évidemment, je suis à votre disposition s'il y a des questions, et je vous remercie de votre attention. Et encore désolé pour le retard. Le micro fonctionne là ou pas? Oui, je vous entends. À vous, merci. Merci beaucoup. Alors, je note que l'exode rural définitif ne s'est pas réellement produit, c'était un déplacement. Oui. La preuve, c'est que beaucoup de télétravailleurs ne sont visiblement pas restés dans l'île de Ré. Et je note également ce qui est assez intéressant, c'est qu'en région Île-de-France, le marché est résilient et Oui. il résiste bien, ce qui, souvent, peut-être m'avez-vous déjà entendu le dire, non, l'immobilier n'est pas une valeur refuge, c'est une valeur résiliente. Ce n'est pas la même chose. Et là, ça semblerait le prouver. Après, j'ai oublié d'ajouter peut-être deux petits éléments qui peuvent intéresser les gens qui suivent la conférence. Le premier, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une gentrification générale, c'est-à-dire qu'on avait un ratio entre le quartier le plus cher de Paris et le moins cher de Paris. Aujourd'hui, le plus cher, c'est Saint-Thomas-d'Aquin, le moins cher, c'est La Chapelle. Et ce ratio est de 1,8 en 2020, alors qu'en 2000, il était de 5. Donc on voit qu'il y a quand même une hausse générale des prix de l'immobilier, et ce phénomène de gentrification, c'est une réalité. Après, il y a un deuxième point qui peut être intéressant aussi, c'est de constater que l'âge moyen médian de l'acquéreur à Paris ne cesse de baisser. Il est passé à 37 ans. L'année dernière, il était précédente, il était à 38. Et il y a 5 ans, il était à 41 ans. Donc ça, c'est aussi un phénomène. Les jeunes sont vraiment attachés à la détention en propriété de biens immobiliers, et on constate ce phénomène-là. Il y a bien une métropolisation de la population, même parmi les jeunes. Alors. Oui, oui. Bien.